Bonjour tout le monde. Bienvenue au Géoparc Normandie-Maine. Installez-vous bien. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour comprendre comment se sont formés les paysages de Normandie-Maine. Pouvez-vous imaginer qu'il y a des millions d'années, bien avant l'arrivée de l'homme, culminait ici même une montagne aussi haute que les Alpes? Et même qu'à une certaine époque, la mer recouvrait complètement la région. Ce territoire se situe à la frontière de deux entités géologiques, le massif armoricain et le bassin parisien. Ça fait 2 fois plus d'histoires de magma, tremblements de terre et explosions à qui nous devons la grande diversité géologique du territoire. Une petite précision pour la route. Quand vous lirez « ma » dans la frise chronologique, cela signifie millions d'années. Prêt? C'est parti! Il y a 600 millions d'années, tout est calme dans notre région. Il faut y regarder de plus près pour remarquer la lente érosion de la roche. Regardez, de petites particules, appelées les sédiments, se décrochent et hop, à la mer. Sous l'effet des tremblements de terre à répétition, ces sédiments vont s'accumuler et finiront par former une roche digne d'un chef pâtissier. Là, il y a de l'ambiance. Les plaques tectoniques vont se rentrer dedans, c'est imminent. Boum! Ah, le choc est si puissant qu'une plaque passe sous l'autre. La voilà propulsée dans l'énorme barbecue à cailloux qui est sous la croûte terrestre. Cela provoque un soulèvement et une montagne se forme. Oui, vous venez d'assister à la naissance de la chaîne cadomienne. Oh, c'est touchant quand même. Revenons à notre fournaise. Des bulles de magma énormes, mesurant chacune plusieurs kilomètres carrés, entrent en fusion. Oui, car il fait tout de même 800 degrés par ici. Elles remontent vers la surface et, ce faisant, refroidissent lentement pour former le granit. Savez-vous ce qu'est le granit? Sortons le dico franco-géolo. Les granites sont des roches dures formées de plusieurs cristaux qui viennent des bulles magmatiques refroidies. Sur ce, l'érosion commence son œuvre. Évidemment, ça va prendre un peu de temps. Allons voir ce que ça donne quelques millions d'années après. Les plaques tectoniques sont maintenant réunies. Ouf! Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah, non. Attendez. C'était sans compter sur l'effet ressort. Regardez. La plaque s'étire comme un élastique et s'amincit. Un espace se crée et la mer va en profiter pour se faire une place. On ne va pas s'éterniser dans le coin parce que ce qui suit est une période très active pour les volcans. Et oui, nous avons eu des volcans. Après, bien sûr, quand ils seront calmés, ce sera de nouveau la sédimentation. En attendant, filons dans un endroit plus tranquille. La mer a fait son grand retour et a pris ses aises sur l'ensemble du continent. Venez, elle est peu profonde. On va regarder ce qui se passe au fond. Des dépôts de sable et d'argile forment des couches sédimentaires. Elles vont se solidifier. Le sable donnera le célèbre grès armoricain et les argiles deviendront des schistes. Et il n'y a pas que des cailloux ici, il y a de la vie. Voilà quelques vers marins et un trilobite. Celui-ci mesure à peine 1 millimètre, mais en réalité, il y avait des spécimens qui pouvaient mesurer jusqu'à 70 centimètres. On en trouve encore des fossiles sur la dalle des Pierres Plates ou la dalle Béatrix à Bagnoles-de-l'Orne. Ouvrez l'œil. Nous revoilà au beau milieu d'un bras de fer entre plaques tectoniques. Aucune ne cède. Cela provoque des plissements terrestres gigantesques. La mer est contrainte de quitter les lieux pour laisser la place à l'imposante chaîne hercynienne.
aussi haute que les Alpes, sur 3000 km de long. L'érosion fait son œuvre au fil du temps. Les plis s'amenuisent, le continent se fragmente, la Pangée se disloque, jusqu'à ce que la mer puisse faire son retour. Un autre changement notable se fait côté météo. Le climat devient carrément tropical. Alors, une vie sous-marine typique des mers chaudes se développe, du microscopique plancton au géant plésiosaure. Une nouvelle phase de sédimentation commence dans une ambiance calcaire avec la décomposition du plancton. Les roches calcaires du bassin parisien se forment. Décidément, la mer n'est jamais tranquille. Elle s'est de nouveau retirée. Le climat chaud s'est maintenu et cela va beaucoup impacter ce territoire émergé. Le paysage se façonne. Cours d'eau, palmiers, conifères et même des mammifères comme les mastodontes font leur apparition. Les Alpes se forment. Et ce n'est pas une mince affaire, puisque cela provoque un léger soulèvement chez nous à plus de 800 km. Et ce n'est pas tout. Nous entrons dans une période glaciaire qui verra se former les grands glaciers des pôles Nord et Sud. Ce qui entraîne une baisse du niveau de la mer qui s'éloigne de la Terre. Prenons du recul pour regarder la Terre dans son ensemble. Les cours d'eau doivent creuser les roches plus profondément pour aller se jeter dans une mer plus éloignée. C'est d'ailleurs ce qui explique l'écluse de notre territoire. Nous rapprochons-nous doucement du territoire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Minute, papillon. La nature n'a pas dit son dernier mot. Ce froid polaire va provoquer des éboulis de pierre. Quel rapport avec le froid, me direz-vous? L'eau s'infiltre dans les fissures de la roche. Faisons une petite expérience. Emplissons d'eau une bouteille à ras-bord. Mettons-la au congélateur. La bouteille en plastique s'est déformée en gelant. Elle se serait brisée si nous l'avions choisie en verre. Pourquoi? Car l'eau est plus volumineuse à l'état solide que liquide. De la même façon, l'alternance du gel et du dégel fait éclater les roches sous la pression de l'eau gelée. C'est la gélifraction. Vous savez maintenant comment se sont façonnés les paysages de Normandie-Maine, entre l'histoire géologique du massif armoricain et celle du bassin parisien. Et comment se sont formées les principales roches du géoparc. C'est maintenant au tour de l'homme d'apporter sa touche au paysage, par l'habitat, les cultures, la plantation d'arbres, etc. Ces paysages joueront un grand rôle dans l'histoire de la Normandie et du Maine. Guillaume le Conquérant, Aliénor d'Aquitaine. Oui, mais ça, c'est une autre histoire.